département de la Haute-Garonne. La nuit est tombée depuis plusieurs heures maintenant sur la ville rose. Au commissariat central, un homme a été appréhendé pour détention de cannabis. Mais alors que ce dernier avait demandé à aller aux toilettes, les policiers se sont aperçus qu'il détenait bien plus que cela. Assis. Assis. Ce CRS tient dans sa main des sachets de cocaïne. Il s'en est emparé juste avant que l'homme arrêté ne les jette dans la cuvette des toilettes. Jamy. Ça a été présenté ici? Bonjour. Ouais. Bonjour. Oui, apparemment, il était aux toilettes, il a commencé à jeter des petits pochons de cocaïne en plus. Je m'appelle Angélique, je suis brigadier chef, j'ai 40 ans et je suis dans la police nationale depuis 20 ans. On va faire le test déjà. T'en mets beaucoup ou pas? Non, tu m'en mets pas beaucoup. Tu fais quoi là? Je vais passer au tâche. Con. Je viens de rentrer en garde à vue un individu qui détenait une petite quantité de cannabis. Mais il a essayé de jeter des pochons de cocaïne dans les toilettes. Le test chimique confirme ce que pensent Angélique et ses collègues. Il s'agit bien de cocaïne. 5-1. 5 grammes. Le mis en cause est alors amené dans le bureau d'Angélique. L'enquêtrice va lui exposer les faits qui vont motiver sa garde à vue et sa prochaine audition. Ça c'est le test de cocaïne. C'est pas à moi. Même si c'est pas à vous, je vous le représente, ok? Mais c'est pas à moi. Une autre Vous vous expliquerez après lors de l'audition, on est d'accord? Mais c'est pas à moi. Vous allez... Oh, ça tu c'est ouvres mon pas ta morceau. boîte. Ça c'est oui. Oh! Monsieur, j'ai le Tu droit chutes, de parler. chute. Non! Quoi, s'il te plaît? J'ai le droit de parler. On explique là. Oui. Voilà. Donc pas ta bouche, tu parles normalement. Je parle Normalement, là, tu Je parle gueules. normalement. Je parle normalement. Ça c'est Voilà. pas mes trucs, c'est pas mes affaires. Je montre quand même, on s'expliquera lors de l'audition. Il s'énerve, il monte le ton pour dire non, je ne veux pas prendre en compte ces 5 pochons de cocaïne, ils ne m'appartiennent pas, c'est pas à moi. Donc il s'énerve pour ça, quoi, parce qu'il veut pas assumer le fait d'avoir essayé de jeter ses pochons. Ensuite, ça. On est d'accord? Oui, là, oui, je suis Voilà. d'accord. Ça c'est mon consommation. Ça, je suis d'accord. Combien là? Je sais pas, mais 3 grammes 6. j'ai acheté 10 grammes, j'ai fumé. Donc 3 grammes 6. Ouais, ça c'est à L'homme moi. appréhendé reconnaît détenir 3,6 grammes de cannabis, mais il nie toujours posséder de la cocaïne. Vous auditionnez, c'est pas la peine de le répéter sans cesse. On perd du temps là. Il faut être ferme parce que bon déjà vous êtes une femme. Donc dans la police, les individus, quand ils sont en face d'une femme, ils essayent toujours de monter le ton. Il faut pas laisser faire. Hein. Dès le départ, il faut montrer qu'il est devant un officier de police judiciaire. Hein, donc ça c'est votre notification de garde à vue. Ok. Vous voulez la signer ou pas? Garde à vue. Voilà, donc nom, prénom, date de naissance, d'accord. Pourquoi vous êtes ici? Infraction à la législation sur les stupéfiants. Vos droits. Mais là, c'est dans la cocaïne, c'est pas à moi. Oui, ça c'est à vous. Donc ça reste du stup. Ça c'est à moi. Voilà. Oui, Quoi qu'il arrive, vous êtes là pour stup. oui, On est d'accord. C'est pour le shit, c'est Voilà. pas pour la cocaïne. Donc vous signez ou vous signez pas? Vous signez pas? C'est pour la. Vous signez ou vous signez pas? Je signe pour le shit, c'est pas pour la C'est cocaïne. C'est ILS. pas à moi, moi. C'est pas à moi. Ça s'expliquera pendant l'audition, je vais Ouais, expliquer y a déjà. pas de problème. Ok, donc est-ce que vous signez votre garde à vue? Il veut rien signer, il veut pas aller en garde à vue pour ça, il veut bien assumer le morceau de résine de cannabis, mais pas la cocaïne. Donc de là, il signe pas sa garde à vue et donc les CRS reprennent l'individu et le descendent dans les geôles. Vous descendez avec mes collègues, ça sera tout pour moi là. Allez, on y va. C'est soit il parle rien le Direct. français ou alors je comprends super bien l'arabe. Donc maintenant, vous verrez avec les services spécialisés. Le fait qu'il y ait résine de cannabis et pochon de cocaïne, la cocaïne, je pense que le groupe stupéfiant va prendre le dossier demain matin. Ils ont décidé de nous énerver dès les... Vous pouvez pas parler gentiment, moi, Jean? Vous pouvez pas parler gentiment? Vous n'avez pas appris à parler doucement? Comment ça coûte? Et ils ont décidé de nous énerver. Et est-ce qu'ils y arrivent? Un peu. Mais c'est que le début. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la danse classique à haut niveau, donc pas du tout pour être policier à la base. Hein. Moi, c'était dans l'artistique. Hein.
Et puis après, mon papa qui était dans la police m'en parlait, mais bon, ça m'a pas, au départ, plus inspiré que ça, puisque j'étais dans mon élément, la danse classique. Et puis par la suite, à 18 ans, j'ai voulu quand même passer le concours comme papa pour voir ce que c'était. Puis quand j'ai réussi le concours, j'étais tellement contente que je suis partie à l'école de police de Fos-sur-Mer. Donc, et puis là, non, maintenant je suis fière d'être policier, je suis contente d'être là. Et puis j'ai toute ma famille aussi dedans, donc voilà, on est fiers d'être dans ce métier. Pendant ce temps, toujours à Toulouse, une patrouille de la BAC est appelée en renfort sur un événement grave. Là, on va sur un vol à main armée qui vient d'avoir lieu sur le quartier Saint-Michel, avec usage d'une arme de chasse et des coups de feu sur apparemment des passants et des fonctionnaires de police également. Fabrice et ses collègues tentent d'intervenir au plus vite. Il ne nous a pas parlé de braquage, c'est 2 individus qui auraient tiré sur un troisième qui a pris la fuite. Ah, c'est pas un braquage. Non, c'est un règlement de compte. Je m'appelle Fabrice, j'ai 45 ans. Je suis major à la BAC de Toulouse en nuit. Ce sont des collègues qui passent dans le quartier Saint-Michel et qui tombent sur 2 gars avec des fusils qui sont venus visiblement pour tirer sur un troisième. On n'était pas les premiers sur place. On n'est pas toujours les premiers, même si on voudrait. Fabrice pense à ses collègues visés par les voyous. Il aurait voulu être le premier sur place pour s'interposer et les neutraliser. Un fusil à canoncier a été retrouvé. Un homme a été blessé par un coup de feu. C'est ton cousin qui a le scooter, c'est ça? Et comment il fait pour avoir le scooter puisque c'est toi qui as les clés du scooter? Le jeune homme interpellé est celui qui était visé dans le règlement de compte. Lui aussi est un délinquant connu des services de police. Ils ont tiré sur un mec. Ouais, ça je sais, ouais. Et bon, après, nous on le voit faire, on s'arrête pas, ils nous avaient pas vu, c'était en voiture banalisée. L'autre, je le perds ici. Ils arrivent naturellement, à pied, ils venaient vers ici, avec les 2 armes à la main. Et donc on prend de chaque côté, on gueule la police, ils se retournent. Deux fois ils nous braquent, là. Donc 2 fois on peut le tirer, mais on peut pas parce qu'il y a du monde autour, là, on peut pas. Après je le perds ici, là. Et ici, je viens ici. Il se casse la gueule le mec. Il y a un coup de feu qui part, on ne sait pas s'il nous visait ou pas. Moi, j'ai en tout cas, il s'est arraché un doigt, lui, il a pris des flammes pas loin, de l'autre côté. Il s'est arraché un doigt et il s'est mis dans la tête aussi. Celui qui est dans le VSAB, c'est celui qui nous a braqué. C'est celui qui s'est retourné 2 fois et qui se fout le doigt en l'air. Et celui-là, on l'a, le fusil. Et le second, il part par là. Et le second, il se barre, je le perds ici. Donc il se part. Oui, c'est possible qu'il est descendu. Il part à chez le viaduc. Et c'est avec ce fusil qui t'a tiré dessus ou c'est un autre fusil? Ouais, c'est celui-là. Et après l'autre pour moi il en a un plus long. Ah, il a fait bouger après. Dessus tous les deux. Moi je continue la progression, j'arrive là, je vois que le fusil est là, je braque. L'autre il a jeté son casque, il se barre la rue Achille Viaduc. Après c'est et lui il est resté sur le carreau. Ah, lui le carreau. Mais quoi, il tire un troisième alors pour ça lui? Non, il s'est pété la gueule. Il a le droit, il a fait. Non mais c'est le coup de fusil. Mais belle affaire. Il n'y a pas de casse, c'est bien, c'est propre. Immédiatement alertée, Angélique appelle ses collègues de la police technique et scientifique. Oui, bonsoir, c'est le Carnuy de Toulouse. Je pars du commissariat avec l'identité judiciaire pour faire des prélèvements. On me dit qu'il y a eu tir sur les collègues, donc tout de suite on s'inquiète pour eux, quoi, parce qu'on n'est pas là pour se faire tirer dessus. Donc on demande s'il y a eu des blessés. Bon, il n'y en a pas eu, heureusement. Ici, là, il n'y a que le casque, le téléphone récupéré, le calibre, les traces de sang. Avec le gant, les traces de peau. La pochette. Sur les lieux, on retrouve l'arme. Il y a un fusil de chasse à canon scié, donc interdit bien évidemment. Donc elle est sur place et on ne touche à rien en attendant l'astreinte criminelle. Mais donc alors on a 2 gardes à vue, mais celui qui est à l'hôpital il n'est pas en garde à vue puisqu'il va... 2 gardes à vue, ouais. 2 gardes à vue et un sous champ. D'accord. Voilà. Et lui c'est la victime, c'est une mise en cause? Alors il y a le complice qui avait pris la fuite qui était retrouvé et la soi-disant victime qui se pointe spontanément en disant mais c'est moi qui ai été menacé. Finalement, le tireur, son complice et celui qui devait être leur cible sont tous les 3 entre les mains de la police. Mais c'est le fait qu'un des leurs ait été visé qui bouleverse Angélique et ses collègues. Les collègues sont un petit peu choqués, quoi. C'est pas tous les jours non plus qu'on se fait tirer dessus, quoi. Heureusement, même si ça arrive de plus en plus fréquemment. Il faut pas que ça devienne un quotidien de se faire tirer dessus, c'est pas normal. Ça, il faut comprendre que c'est pas normal qu'on se fasse tirer dessus. Nous aussi, quand on rentre le matin, on a une famille, on a des parents, on a des enfants et on aimerait bien rentrer en vie, quoi.
Pourtant, à Montpellier, la nuit est plutôt calme. Quelques patrouilles de police secours sont bien en cours d'intervention, mais rien de très grave. Rien qui justifie des renforts comme cela a été le cas à Toulouse. Au commissariat central, parmi les quelques affaires en cours, il y a ce jeune homme qui vient de renverser une vieille dame avec sa moto en fin de journée et qui va devoir s'expliquer devant Marielle. Donc, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui pour que vous soyez en service de police? C'est très simple, je sortais du travail, je descendais l'avenue de la Justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu passe au vert, je démarre. Le feu est passé au vert, j'ai démarré. Et j'ai pas vu la mamie. J'ai pas vu la mamie. À cause du soleil. Et du coup, je l'ai vu au dernier moment. J'ai pilé, j'ai essayé de l'esquiver sur la gauche. Vous savez, j'étais comme ça en fait en train de l'esquiver. Je pense qu'elle a pris le coin de la moto. C'est le cas d'un accident de la circulation corporelle grave. Il était sur une moto et il a percuté une mamie qui traversait sur le passage protégé. J'ai senti du coup que je l'avais touché. Et je pensais avoir touché en fait, vous savez, son caddie de commission. Pour moi, j'ai pas tapé directement la chair humaine quoi en fait. Je ne sais pas, je pense y toucher. Au pire le bras et au meilleur son caddie ou son cabas, je sais pas. Je ne pense pas la prendre. Je l'ai pas pris plein feu quoi. Parce que c'est là où elle est touchée, mamie. D'accord. Je pense qu'il ne s'en moque pas d'avoir renversé la mamie, mais il ne prend pas la mesure de ce qu'il s'est passé. Après Après, du coup, j'ai continué à rouler. En direction de chez moi. Et puis voilà, en quelques secondes, je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie, quoi. Et du coup, je me suis arrêté sur le parking. J'ai eu une seconde dans ma tête où je me suis dit, je me barre. Après, voilà, la conscience, elle reprend le dessus. Et je préférais revenir, assumer ma connerie parce que y a une chance sur deux qu'ils me retrouvent et que je prenne pire. Donc là, vous arrivez sur place et il se passe quoi? Le premier flic que je vois, je suis allé lui dire que c'était moi, quoi. Est-ce que vous l'avez vu, la mamie, au sol? Quand je suis revenu, oui, je l'ai vu. La mamie, elle va comment? Je sais pas, elle était KO. Votre collègue, il m'a dit, ça va, le pronostic vital est pas engagé, donc pas trop grave. Mais apparemment, il se faisait une hémorragie interne, je crois. Sur son comportement, ce jeune homme me paraît à certains moments un peu désinvolte. Il est un petit peu dans sa sphère, il est dans sa bulle, mamie n'est pas morte, donc pour lui, il essaye de minimiser cette situation. C'est quand même bizarre que vous ayez pas vu le piéton, vous avez problème de vue ou quoi? Non, pas du tout, je vous dis, c'est cette histoire de soleil, je sais pas, il était en train de tourner le soleil et tout ça, voilà, quoi. Je veux dire, je suis pas suicidaire, j'en vois encore moins cette mamie, je l'aurais pas rentré dedans volontairement, quoi. Ça c'est clair et net, quoi. Même contre un vélo, mamie, elle aurait pris, quoi. Hein, sur le passage piéton, vous sentez que vous la touchez ou pas? Vous la voyez pas du tout. Donc vous sentez que vous perdez le contrôle ou que vous heurtez quelque chose ou pas? Oui. Ah ouais, au moment où je l'ai touché, j'ai senti que qu'il y a eu un... Malgré ça, ça vous empêche, vous continuez votre route? J'ai guidonné, je me suis retourné, j'ai rien vu sur le coup. Et du coup, c'est là que c'était 100 mètres plus loin, un carrefour, parce que je pouvais pas m'arrêter au milieu de la route. Je me suis arrêté, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai vu du sang, et comme je vous l'ai dit après, je suis remonté de suite. Quoi. La mamie, vous l'avez pas vue, vous étiez doué par le soleil. Absolument pas. Par contre, vous guidonnez, mais vous savez pas trop pourquoi. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Voilà. Bah si, parce qu'il dit qu'il pense l'avoir touché au bras ou dans un caddie ou un sac qu'elle traînerait de course. Par conséquent, j'ai forcément touché quelque chose, parce que je vais pas guidonner. Au moment où vous guidonnez, vous savez pas que vous avez touché, vous l'avez pas vu. Non, complètement. Vous guidonnez, vous savez pas pourquoi. Ça aurait pu être un chat, c'était la même chose. D'accord. J'ai shooté une mamie, c'est vrai. Après, je le voulais pas, hein. C'est des aléas qui arrivent. Hein. Les gens, des fois, ils prennent des chevreuils sur la route, on va pas leur casser les couilles, t'as shooté un chevreuil, quoi. Ben, moi, c'est pareil, la mamie, elle a sauté comme un chevreuil au final. Et moi, je me retrouve au commissariat. Voilà, c'est la vie, c'est le jeu. Des fois, on perd, des fois, on gagne. Après, là, il y avait rien à gagner, il y avait tout à perdre, j'ai tout perdu. Voilà. Mon temps, mon argent, ma moto. Et peut-être mon taf, s'ils appellent mon patron. C'est un peu facile, faut quand même qu'ils prennent la mesure de ses actes. Faut pas qu'ils soient fuyants. Faut pas qu'ils disent « Ah ben elle avait le piéton rouge ». Donc, asseyez-vous là, prenez place. Dans un des bureaux voisins, un autre homme est arrivé lui aussi pour un accident de la circulation. Donc là, vous êtes en garde à vue. Hein? Donc il va falloir s'expliquer sur les faits qu'on vous reproche. Je m'appelle Yanis, je suis brigadier, officier de police judiciaire. Vous avez eu un accident. Quel accident? Voiture.
m'a arrêté, j'ai dit, il y a une moto qui nous rentrait dedans. Oui, donc c'est un accident. Ah d'accord, ok. Voilà. Ce qu'on appelle en général un accident. En général, quand il y a une moto qui vous rentre dans la voiture, c'est qu'il y a un accident. Voilà. Sinon, c'est des violences volontaires avec un pas Vous avez un accident, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'en plus, quoi. En plus qu'une moto soit rentrée dedans, vous avez un accident. C'est fâcheux, ça, quand même. Il conduisait sa voiture et il a renversé un cyclomotoriste. Donc ce cyclomotoriste est légèrement blessé au niveau de la mâchoire. Et ce qui conduit à le placer en garde à vue, c'est que ce monsieur est fortement alcoolisé. Donc quand il est complètement dégrisé, on lui donne connaissance de ses droits. Et à l'issue de la notification des droits de la garde à vue, j'enchaîne sur l'audition. Situation de famille, vous êtes quoi? Célibataire, divorcé, marié? Je suis marié. Marié. D'accord. Le nom de jeune fille de votre conjointe? Je sais pas. Vous savez pas le nom de jeune fille de votre conjointe? Mais vous êtes incroyable, vous. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est véridique. Je sais pas. Je sais qu'elle s'appelle mais son nom de jeune fille, je sais pas. Alors ça, c'est bien la première fois que je vois ça. Ah non, mais c'est pas des conneries, c'est véridique. Vous êtes marié avec... Non, c'est bien. La date de votre mariage, ça vous a marqué? Ça fait 2 ans, je crois. Il y a quoi? Vous savez pas non plus? Le quoi? Juin. Donc vous êtes marié le juin. De l'an de grâce de quelle année? Il y a 2 ans en arrière, je sais pas. On est en 2000 combien aujourd'hui? 14. En 2014. 2014 moins 2 ans, ça fait combien? 2012. Ah, ça vous a vachement marqué votre mariage, vous. Ah, c'était le pire. Comment? C'était un cauchemar. C'était un cauchemar? Pourquoi? C'était un cauchemar. Vous êtes toujours marié ou divorcé? Toujours marié, mais c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Bon, bah écoutez. Vous avez des enfants? Combien? Il est à votre charge, l'enfant, là? On vit ensemble, c'est qu'il est à ma charge, hein. Et je vous pose la question. Moi, je connais pas... partez... Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Partez d'un principe que moi, je vous connais pas. Votre vie, pleine de trous et de boches, je ne la connais pas. Donc je vous pose des questions, vous me répondez. C'est tout. C'est pas de mon nom, c'est qu'il est à ma charge. Je n'en sais rien. Moi, je vous connais pas, monsieur. Ça fait à peine 10 minutes que je vous connais. Et vous commencez déjà à me casser les pieds, sérieux. D'accord? J'ai déjà vu que c'était un individu particulier. Soit il n'avait pas envie de me dire les choses, soit rien ne l'intéresse dans la vie. Vous avez quel niveau d'études? Aucun. Aucun. Vous savez lire? Non. Oui, je vous casse les pieds. Dites ce que vous voulez, c'est tout. Je marque pas ce que je veux, je marque ce que vous allez me dire par rapport au fait que... Vous avez rien à dire, vous voulez pas parler. Mais si vous voulez pas parler pendant votre audition, c'est votre droit. Donc vous irez vous expliquer devant le procureur de la République. Moi, écoutez, je suis là pour recueillir votre audition. Si vous voulez pas parler, c'est votre droit le plus strict. Mettez ce que vous voulez dans l'audition, me dit-il. J'en ai rien à faire. Moi, je prendrai un avocat et j'irai m'expliquer chez le procureur de la République. Et on en arrête là, il veut plus rien dire. Moi, je peux pas dire grand-chose, c'est un de ses droits fondamentaux, eu égard au droit de la garde à vue. Dans l'intérêt de l'homme mis en cause, Yanis tente une nouvelle audition. Vous voulez toujours pas parler? Vous voulez rien dire? D'accord. C'est pas à votre avantage de pas vouloir parler, hein. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez mal au ventre? Vous avez envie de vomir? Non? Qu'est-ce que vous avez? Non, ça va passer, ne s'inquiétez pas. Qu'est-ce que vous avez? Mais dites-le-moi. L'estomac, c'est... L'estomac? Vous avez trop bu, c'est pour ça? Non, ça me fait ça sauter. Une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, c'est pas anodin. Une personne ivre au volant, c'est un danger pour la société. Et ça, il faut bien se l'ancrer dans l'esprit, c'est un danger. Ça, c'est ce que je pense. Et c'est ce que pensent aussi pas mal de gens. Et en particulier la justice. Vous reconnaissez que vous avez conduit alors que vous étiez ivre? Ça, je reconnais pas ça. Vous reconnaissez pas? Vous reconnaissez pas les faits, c'est tout ce que vous voulez dire. Hein? Ça. Vous savez, c'est pas moi qui conduisais bourré. Hein. D'accord? Je m'en doute. Voilà. À mon avis, c'est un individu, il en a absolument rien à faire. Lui, c'est... Voilà, c'est comme s'il avait renversé un verre de lait le matin en prenant son petit déjeuner. Il en a rien à faire. Vous voulez signer ou pas? Alors, il y a votre identité, puis après j'ai marqué que vous voulez pas répondre aux questions.
Parfait, et je vous ramène à votre cellule. Allez, venez. Et ces gens-là sont des dangers. Et il y a des familles qui s'en remettront jamais, qui vont pleurer toute leur vie. Une personne qui n'aura rien demandé et qui se sera fait faucher et tuer à cause de gens comme ça. Et ça, il faut bien se l'ancrer au fond de la tête. Alors que le mis en cause est remis en cellule dans le cadre de sa garde à vue, Marielle est toujours en audition avec le jeune homme qui a renversé une vieille dame avec sa moto. C'est grave. Bah, apparemment, elle est quand même polytraumatisée, la petite mamie, hein, donc... Traumatisée, je comprends. Hein. Je vais pas dire elle va bien, parce qu'elle est quand même à l'hosto, mais voilà, il y aura pas de suite, il y aura peut-être pas forcément de séquelles. Elle est juste choquée, quoi, voilà, parce qu'elle s'est pris une moto dans la tronche, donc chose qui est compréhensif. Hein. Moi-même, le premier étant jeune, hein, demain je prends une voiture ou un bus, ça va me choquer. Hein. Dites-moi, garçon, là, je suis en train de voir des trucs. Vous avez déjà eu des suspensions de permis de conduire? J'en ai eu une, ouais, 2. C'était il y a longtemps. Suspension provisoire du permis de conduire hein, pour 1 mois le juin 2010. C'était des faits de quoi ça? Vitesse. Vitesse. Ouais, mais à savoir, à cette époque-là, j'étais je vous demande pas d'explication, d'accord? Ok. Vous en avez eu encore une, suspension du permis de conduire pour 3 mois, le novembre 2012. J'avoue être fautif, hein, mais pas à 100% non plus. Hein. Mamie, elle a pas traversé quand le piéton il est rouge. Les témoins m'ont fait passer pour le motard fou, alors que la preuve, si vraiment je l'aurais shooté à 100 km/h comme les gens le disent, je serais pas dans l'état où elle est aujourd'hui. Au moment du choc, vous êtes max à 50. Ah ouais, grand max. Moi, je pense même que j'ai touché à 30. Pour info, il y a quand même le sélecteur de frein qui est coupé, cassé. Je sais, je me suis planté samedi dernier. Je l'ai commandé, j'ai la facture si vous voulez, j'attends qu'il arrive au garage. Et vous roulez sans le sélecteur de frein? Non, mais je peux freiner quand même. Ouais, la patte, elle n'y est plus. Vous freinez comment? En mettant mon pied comme ça. Ouais, en mettant le pied comme ça. Ouais, c'est pas super. Bah, je sais que c'est pas super, monsieur, mais bon, enfin... Et ouais, s'il vous arrive un truc, votre pied, vous freinez comme ça? Ouais, après j'assumerai, quoi. Ouais, vous assumerez. Ça empêche pas de freiner, hein. Le souci que j'ai, c'est qu'il a percuté une mamie, et que mamie, elle est au sol et qu'elle va pas bien. Et que lui, il a l'air de le prendre à la légère. Donc c'est pareil, là on va faire expertiser la moto pour savoir si la moto avait bien tous les paramètres de freinage homologués et de bon usage pour continuer à être mise en circulation. La moto elle était cassée, il fallait pas la prendre, il y a un problème. Si, le sélecteur de frein est cassé, monsieur. Mais non, justement il est pas cassé, il est juste tordu, c'est différent, ça empêche pas la moto de freiner. Mon collègue me dit qu'il est cassé. Voilà, si vous voulez, on va chercher les pièces par terre, hein, vous et moi, et on les retrouvera. Mais je vais vous dire une chose, garçon. Continuez comme ça, je vous mets en garde à vue. Vous êtes d'accord aussi? Je sais pas parler mal. Non, mais vous êtes en train de me dire on va aller sur place récupérer les affaires. Pour vous prouver ma bonne foi. Mais non! Mes collègues, ils y étaient sur place. Et cette pièce, ils l'ont pas retrouvée. Alors vous allez mettre un peu en veilleuse, hein. Voilà, parce que la mamie, elle est au centre hospitalier. Et on en rediscutera demain. C'est clair? Voilà. On est obligé d'être incisif, on est obligé de le mettre face à ses responsabilités. Vous vous rendez compte si à un moment donné, il nous shoot une maman avec une poussette? Je dis pas que c'est mamie de 80 ans ou 70 ans, je ne sais pas l'âge qu'elle a cette mamie. Et je dis pas que c'est parce que c'est une mamie que c'est pas important. Je dis que ça aurait pu être plus grave si mamie elle était restée malheureusement décédée sur place. Et si ça avait été une maman avec une poussette et un bébé, ça aurait été aussi dramatique. Comment vous avez signé? On va récupérer vos papiers là. Mais sinon, je veux juste vous dire que je sais que vous en foutez, mais pour ma suspension, ne me prenez pas pour un criminel de la route. Quand il m'a mis 1 mois, c'est parce que j'étais encore en probatoire. Ils m'ont pris à 163 sur l'autoroute. Des fois, moi je dis, il faudrait les prendre par la main et les amener dans des centres de rééducation, là, qui les voient sur les lits, les jeunes qui se sont emplâtrés et qui sont tous polytraumatisés autant les uns que les autres, qui peuvent plus rien faire et qui ont que la tête qui fonctionne. Non mais vous avez raison, continuez, mais allez le faire tout seul, comme ça quand on vous ramassera la petite cuillère, jeune homme, eh ben on expliquera à vos parents qu'après tout 163 km/h, c'était pas beaucoup. Voilà, allez, vous pouvez quitter mon bureau, je vais m'énerver. Et c'est pour ça que je fais plus de vitesse. Bonne journée madame, bonne soirée. Il faut pas qu'il nous fasse croire que lui il roule prudemment, que c'est un saint sur sa moto. Moi j'y crois pas une seconde, quoi qu'il en soit. Le cas de ce jeune homme ne s'arrêtera pas là. Il va recevoir une convocation et devra cette fois s'expliquer devant la brigade des accidents et des délits routiers. J'ose espérer qu'un jour je le ramasserai pas la petite cuillère, c'est tout. Et que j'aurai pas à taper à 8h du mat à une porte de maison en disant votre fils vous le reverrez plus. Parce que ça c'est pas non plus une partie de plaisir.
À Béthune, dans le nord de la France, les policiers ramènent 2 hommes au commissariat. L'affaire qui les concerne est d'un genre très particulier. Il y a moins d'1 heure, ils se sont fait prendre avec une veste posée négligemment sur la plage arrière de leur voiture. Une veste sur laquelle est brodée une croix gammée. C'est ça? Ouais. Ok, donc il est, on est d'accord qu'il est posé sur la plage. Il est avec une veste kaki à l'arrière et on voit les cuissons. C'est quoi la croix? Donc on lui dit fais voir ça. Je m'appelle Frédéric, j'ai 39 ans, brigadier de police au quart judiciaire groupe Nuit à Béthune. Il nous dit qu'il l'a acheté sur internet. Ouais. Il l'a acheté sur internet, mais il se balade avec ça dans la voiture apparent. T'as vu ses bras? Ouais. Ouais, bien sûr. Je lui fais enlever son blouson, je fais la fouille. Au moment de la fouille. Et son t-shirt, t'as le point blanc White Power. Ouais. C'est marqué White Power et un signe SS sur le moment. Merci les gars. Les collègues m'appellent pour m'informer qu'ils ont contrôlé un véhicule et lors du contrôle sur la plage arrière est posé bien en évidence une veste avec une croix gammée sur la manche bien visible de l'extérieur. C'est costaud, là c'est l'apologie, crime de guerre contre l'humanité, enfin tous les trucs. Et c'est pas plus mal ça. Par parole, image, écrit. Apologie directe et publique. La particularité de cette procédure, c'est que le symbole, la croix gammée, était visible de l'extérieur du véhicule. Et le fait d'exhiber une croix gammée est un délit qualifiable d'apologie de crime contre l'humanité et sanctionnable d'une peine de prison. Ça, monsieur, c'est vous? Donc, je vous ai placé en garde à vue pour des faits en accord avec le parquet de Béthune. On a retenu l'infraction d'apologie de crime contre l'humanité. Donc là, moi, je vais procéder à votre audition sur les faits qu'on vous reproche et vous allez m'expliquer tout ça. Le but de la procédure qu'on diligente contre ce monsieur, c'est pas de le convaincre qu'il a tort. Hein. De toute façon, on n'y arrivera pas. Mais au moins de le freiner, quoi, de faire que son délire, il le vive seul et qu'il ne partage pas comme ça sur la voie publique en se promenant en voiture. Donc qu'est-ce qui se passe lors du contrôle, monsieur? On va contrôler, on va poser des questions. C'est-à-dire? Qu'est-ce que je faisais qui c'était la voiture? Ouais, et encore? On prend une veste à l'arrière du véhicule. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette veste? Ouais, on croit qu'on est dessus. Elle appartient à qui alors, cette veste avec la croix gammée? Bon. D'où elle vient? J'avais commandé sur un site. Donc vous l'avez acheté? Même plus, on n'est plus à l'état de commande là. Je l'ai acheté sur un site, c'est ça? Ouais. C'est un site de quoi? Si tout que des affaires comme ça. Qu'est-ce que vous appelez des affaires comme ça? Vous pouvez mettre des mots sur comme ça? Des affaires avec des programmés et tout ça. Quand j'entends cet individu, je suis sur la réserve, j'essaye au maximum de masquer mes sentiments, j'essaye au maximum de ne pas laisser transparaître un quelconque ressenti sur ce qu'il déclare. Qu'est-ce que vous pensez alors du fait, pour vous, d'acheter des objets comme ça avec des symboles nazis, en l'occurrence une croix gammée brodée dessus? J'ai acheté parce que j'aimais bien. J'aimais bien. Quoi, la veste? Oui, la veste en elle-même. Le symbole ou la veste? La veste en elle-même. La veste avec le symbole? Oui. Ça représente quoi pour vous une croix gammée? Racisme. Ça représente le racisme? Oui. Êtes-vous raciste? Oui. Êtes-vous antisémite? Oui. En achetant une veste avec ce symbole de croix gammée, considérez-vous que vous faites l'apologie de crimes contre l'humanité associés au nazisme? Oui. Intérieurement, on est en colère, on n'est pas bien, on pense des choses et puis on a des sentiments, des émotions. Mais le travail de policier, on doit
mettre tout ça de côté, et puis rester de marbre, et dire oui monsieur, bien sûr monsieur, en vous remerciant monsieur. Est-ce que vous possédez d'autres vêtements ou objets en rapport avec cette idéologie? Non, à part mon polo de boulot, quoi, c'est tout. À part? Pas mon polo de boulot, quoi, c'est tout. Ni chez vous? Ni ailleurs? Non, j'ai rien du tout, quoi. Vous pouvez me montrer votre polo, là? D'avoir un individu qui s'engage dans des extrêmes comme ça, c'est inquiétant, écœurant, révoltant, mais j'ai pas jugé utile de lui dire qu'il était écœurant. Mais c'était mon sentiment au moment de l'audition. Lors de la fouille de sécurité, mon collègue a constaté des tatouages particuliers. Sur vos avant-bras, c'est ça? Vous pouvez me les montrer? D'accord. Je lui demande de relever les manches de son blouson lors de son audition. Et là, effectivement, on est dans l'apologie totale du nazisme, avec des symboles SS, des symboles, les lettres HH. Quand je lui pose la question, qu'est-ce que ça signifie Hitler? Et la croix, là, pour vous, c'est quoi? Ça, c'est un croix de fer. Qui représente quoi? Je suis pas un spécialiste. Croix de fer, quoi, une croix allemande. D'accord. Et les lettres, c'est? C'est le sigle SS. Être en face d'un individu qui peut prôner autant de haine, c'est inquiétant. Et de quoi est-il capable? C'est la question qu'on se pose. Vous avez déjà commis des méfaits qui sont en rapport? Ouais. Si je vous parle d'expédition punitive, par exemple? Non? Jamais? Ni ici, ni ailleurs? Non, rien. D'aller jusqu'à... vous êtes d'accord pour dire que c'est une idéologie très particulière? Vous la gardez que pour vous, cette idéologie? Avec vos amis, n'en parlez jamais? Non. Cet individu, c'est pas quelqu'un d'isolé dans cette idéologie. Ça fonctionne systématiquement par groupe, soit des groupes d'êtres humains, enfin d'individus, ou soit des réseaux, des groupes via Internet ou autre. Un individu isolé, en tant que tel, bon, il n'est pas dangereux au sens propre du terme. Par contre, les idéologies qui forment ces groupes, c'est là que ça devient dangereux. Après cette première audition, Frédéric remet le mis en cause en cellule, comme son comparse, dans le cadre de sa garde à vue. Il va ensuite prendre contact avec le procureur de la République, qui statuera sur la suite à donner à cette affaire. Montpellier, le lendemain matin. Parmi les nombreux appels reçus au standard de police secours situé au commissariat central de la ville, il y a celui de cette femme infirmière. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je suis une infirmière libérale, je suis en tournée. Oui. Je viens de me faire accoster par un monsieur qui semble très nerveux, qui est polonais. Oui. Et il me dit que son compagnon est mort. Son compagnon, il est où? Il est où, votre compagnon? Ah oui, voilà. Il est dans un squat. Vous pouvez nous attendre sur place? Là, je suis en tournée, monsieur. Ouais. Mais le monsieur, il va attendre, là, hein. Vous restez là. Ça y est, ici, là. Bon, il va attendre, là. Allez, ok, on fait comme ça. Merci, au revoir. Au revoir. Le centre de commandement transmet alors l'information. PS12, c'est un 34? Disponible. Dans un squat, une personne décédée. Le requérant attend à hauteur d'une laverie. C'est bien reçu, on tire. 2 patrouilles sont dépêchées sur place. C'est 34 de PS12, au niveau de l'adresse, là, le square, vous pouvez l'appeler le nom, s'il vous plaît? Alors l'adresse c'est au 173 rue. Le squat est situé en périphérie de la ville.
Je m'appelle Alexandre, j'ai 40 ans, je viens d'être affecté il y a maintenant 1 an sur le commissariat central de Montpellier. Après on arrive, on s'aperçoit que j'ai un hangar désaffecté avec un hall de 200 ou 300 mètres carrés avec beaucoup d'ordures ménagères, presque une décharge publique on va dire. Et puis des tags un peu partout sur les murs, donc le lieu classique d'un squat ou d'un hangar désaffecté squatté. Après ses collègues, Alexandre découvre à son tour où se trouve le cadavre. Il est là. Lui c'est votre... Ouais mais déjà... Pour Alexandre, difficile de communiquer avec le squatteur présent sur les lieux. Il est polonais et ne parle pas français. Mais il réussit tout de même à rassembler quelques informations et à calmer l'homme troublé par la mort de son compagnon d'infortune. Mon rôle c'était de prendre le maximum d'informations sur la personne décédée, de maintenir l'ami qui était sur place, donc son ami SDF polonais sur place, d'appeler la salle, donc d'activer un petit peu tous les services nécessaires. Aux personnes de nationalité polonaise, et son collègue est polonais également, on communique en anglais. C'est reçu l'âge approximatif de la victime? Entre 30 et 40 ans. Ok, reçu. Le SAMU à l'instant précise qu'il nous envoie un médecin de chez eux. Ah, c'est bien reçu, merci. Depuis la salle de commandement, les véhicules de police et celui du SAMU sont localisés sur une carte. L'équipe médicale arrive à son tour sur les lieux et procède aux constatations du décès sous les yeux d'Alexandre. On ne s'habitue jamais à ce genre de situation. Ce sont des images qui vous restent un peu toute la journée et puis 2-3 jours après, parce que c'est jamais très festif ni très glorieux. Ça reste parce que je pense que c'est inné à chacun d'entre nous ou à la spécificité de l'humain, c'est de voir une personne qui dort mais qui ne va plus jamais se réveiller. L'image renvoie toujours à soi, vous vous regardez dans un miroir, voilà, là vous regardez, vous dites ah ça aurait pu être moi. Il y avait son copain SDF qui aussi était un peu choqué, il se disait a dû avoir la réflexion en se disant un jour ça sera mon tour. On était à 34 de PS12, donc je confirme, médecin du SAMU sur place, en auscultation, personne décédée. Je vous tiens au courant des éléments qu'il me donne. Il est mort dans cette position-là. Apparemment, il était épileptique. Il était épileptique, il semblerait être épileptique. On ne meurt pas d'une épilepsie. Donc bon, c'est ce que là, il n'y a pas de traces suspectes sur le corps, il n'y a pas de traces de traumatisme. Apparemment, donc, il est décédé sur le dos, dans la position où il était. D'accord. La position à laquelle d'ailleurs on l'a trouvé. Tout à fait. Une raideur, donc on est déjà sur un décès qui remonte à plus de 6 heures. Ouais, le médecin du SAMU donc délivre un certificat médical avec obstacle. Donc PS12, le service du car va se déplacer. Ouais, ok, c'est pris. Un obstacle, ça veut dire que on va pas enlever le corps tout de suite et le mettre au service funéraire à Gramont. On va prendre des photos, regarder, manipuler, fouiller. Voilà. On va faire une recherche plus approfondie qu'une simple mort. Voilà. Seul un officier de police judiciaire est habilité à procéder aux constatations de police. Christophe arrive sur les lieux. Christophe, 45 ans, au commissariat de Montpellier depuis 15 ans. Donc là, un petit plan. Alors lui, après il a la tête par là, tu me dis. Peut-être ici, là devant. On arrive, on prend contact avec le chef de bord. Lui, il nous donne les informations qu'il a recueillies. On note ce qu'on voit et au fur et à mesure, on prend des photos jusqu'à l'arrivée du corps, aux constatations sur le corps. Est-ce que lui, il a des papiers? On sait. On va regarder. Ils ont pas regardé. Je fais ce qu'on appelle dans le jargon, je fais les poches pour savoir si je trouve un document d'identité. Ce que je trouve dans une poche, la poche avant droite là. On va donner R
SKI. Moi, c'est ce qu'il y a sur la photocopie. Du coup, moi, je finis mes constatations, je fais le compte rendu au magistrat. Je lui dis qu'au point de vue police, il n'y a rien de particulier. Que pour le corps, c'est le médecin légiste, mais qui ne peut pas se déplacer. Donc, il m'autorise à faire conduire le corps au service médico-légal pour un examen ultérieur. Donc, l'OPJ du Car a appelé le parquet et s'est entretenu avec pour avoir les conclusions suivantes. Demande donc de la levée du corps par Gramont et le médecin légiste fera les constatations sur Gramont. C'est bien reçu? Ouais, c'est reçu, donc j'appelle Gramont. Finir sa vie comme ça, c'est quand même compliqué et c'est parfois un peu difficile à accepter. Cette personne, elle a longé là, mais elle a un passé, on ne peut pas le deviner. On essaie de savoir qu'est-ce qui a fait pour qu'elle finisse comme ça, quel est le cheminement qui a fait qu'elle dérive dans cette situation-là. Vous voyez ça vous renvoie à la vôtre, à celle de votre entourage. On a tous peur de la mort. Après, il faut savoir, je pense, l'apprivoiser. Retour au commissariat central. L'ami du squatteur décédé a été ramené. Christophe s'apprête à l'auditionner, épaulé par une traductrice qui travaille souvent avec la police de Montpellier. Je m'appelle Danuszka et je suis traductrice-interprète en polonais. Quand j'arrive, je dis toujours bonjour en polonais. C'est vraiment le premier contact. Je regarde bien droit les gens dans les yeux pour établir un contact. Tout de suite, il m'a attrapé la main, il m'a fait un baisement. Donc c'était, vous voyez, c'est des situations qui sont amusantes puisque bon, encore une fois, c'est quelqu'un qui vit dans la rue et on s'attend pas forcément à ce genre d'accueil, mais bon, c'était très mignon. En ce qui concerne son ami, il l'a rencontré où? Il le connaît depuis quand? Na mieście, no. Tutaj, w Montpellier? Tato, w Montpellier znaliśmy. Peu de temps après qu'il soit arrivé sur Montpellier. Et depuis ce jour-là, ils sont toujours tous les deux ensemble. I od tego czasu zostaliście już razem, tak? Znaczy na początku się zadawaliśmy razem. Ils se voyaient simplement, ils se rencontraient et ensuite ils se sont installés ensemble. Je comprends. Mon travail, au-delà de l'interprétariat, j'essaie toujours d'instaurer un dialogue, mais dans le sens très large, pour que les gens se sentent à l'aise. Est-ce que, à sa connaissance, est-ce que son ami qui est décédé, est-ce qu'il buvait? Est-ce qu'il prenait une drogue quelconque? Ou est-ce qu'il souffrait d'une maladie? Kolega, z tego co rozumiem, to pił, tak? Regularnie. Tak, kolega był alkoholikiem. Il a déjà fait 2 AVC, il faisait des crises de spasmophilie dues à l'alcool. Chciałem wezwać dla niego karetkę, on nie chciał, bo widziałem, że się źle czuje. Je suis rentrée hier en fin de journée et j'ai vu qu'il se sentait pas bien. Je lui ai proposé d'appeler les urgences. Il m'a répondu catégoriquement non, je n'aime pas les hôpitaux, tu le sais. Il est marqué hein, quand même, hein. Il est plus marqué qu'on le pense quand même. Je crois qu'il a un peu de mal à exprimer ses émotions, mais on sent quand même qu'il est stressé, il s'en veut un peu de l'avoir laissé comme ça, de ne pas avoir appelé les secours, peut-être la veille quand il est rentré, qu'il l'avait trouvé fatigué. Est-ce qu'il a eu un différend, une bagarre, est-ce qu'il s'est battu avec quelqu'un? Sprzeczkę z kimś, kłótnię, pokłócił się wczoraj z kolegą jakimś? Nie, z żadnym. Wczoraj cały dzień, 2 dni był na skłocie, nie wychodził w ogóle ze skłotu. Non, ça fait 2 jours qu'il était au squat. Et là-bas, c'est sûr que personne n'est venu parce que je l'aurais su. Jakieś ślady. Kurde, czy ślady. Il peut avoir des bleus, il dit par exemple, parce qu'il a eu ces crises de spasmophilie. Donc du coup, il est tombé et il s'est fait violemment mal. Mais ces derniers temps, il n'avait pas de... Il n'a pas bagarré, il n'a pas eu de conflit particulier, il n'y avait rien de tel... Il avait aucun contact avec sa famille? On miał jakieś kontakty z rodziną? Nie. Est-ce qu'il travaillait? Czy on pracował? Nie. Dochodu też żadnego nie miał. Et il n'avait pas de revenus. Il vivait de quoi alors? Ja nie wiem jak to powiedzieć. Jakieś mendicité. C'est touchant, quoi. On prend conscience vraiment qu'il y a des gens dans la rue et qu'il faut ouvrir les yeux. Ce monsieur, vous voyez, il m'a dit qu'avant de pouvoir contacter la police, parce qu'il n'avait pas de portable, il a quand même arrêté 3-4 passants qui ne voulaient pas l'entendre, qui ne voulaient pas s'arrêter.
Et c'est là où je me dis qu'il faut être quand même à l'écoute et enfin, s'arrêter quand on nous demande de l'aide, quoi. Les émotions, il y en a souvent dans ces affaires. Il m'arrive de rentrer chez moi et j'ai un petit moment de tristesse et même, je dirais, parfois de grandes émotions. Vous savez comment ça se passe? Parce que monsieur demande si du coup, son corps, après, va rester ici, va être enterré ici. En fonction des constatations médicales, après l'autopsie, le corps va être conduit à Gramont, en chambre funéraire, et on va attendre d'aviser la famille. Donc ça va prendre un certain temps, puisqu'il va falloir passer. Voilà. Et après, si ça prend trop de temps, effectivement, on va le mettre dans la fosse commune. Le jour où on découvre la famille, on peut déterrer le corps et le... Ah ouais, c'est... Mon travail m'a permis de comprendre beaucoup mieux le fonctionnement de la police. On a des fausses images sur le policier, quoi. C'est des gens qui sont comme tout le monde, hein, et qui sont très sensibles, qui sont très humains, qui sont à l'écoute. Ils sont vraiment là pour aider les gens, quoi. Malheureusement, on n'a pas la capacité d'aider chaque personne et de les accompagner, de les raccompagner chez eux et de rester avec eux. Ce serait l'idéal, hein, mais là on ne peut pas. Je suppose qu'il est reparti vivre au même endroit, lui. Il n'avait pas trop le choix. C'est touchant. C'est pas non plus... On n'a pas mis de rire.